bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis encore en compagnie de Kali. Bonjour Kali. Salutations. Et aujourd'hui, on va encore parler de tout et de rien. Autant commencer dès maintenant, puisqu'il y avait le sujet du jeu vidéo dont je voulais aborder avec toi. Je suis très curieux de savoir comment ça se vit du point de vue d'une fille. L'entrée dans le monde du jeu vidéo, comment c'est perçu à l'extérieur, et surtout, moi, toute ma vie, on m'a dit, surtout, ne dis jamais aux filles que tu joues aux jeux vidéo, parce que ça, tu vas passer pour quelqu'un de bizarre, un asocial, et que faut le cacher, quoi. Faut pas le mettre sur sa fiche de rencontre Tinder. Je vois que tu rigoles, vas-y. Je n'ai pas envie de me prononcer au nom de toutes les femmes et au nom de toute la gente féminine, dans le sens où je ne pense pas être représentative, on va dire, de la moyenne. En tout cas, en ce qui me concerne, concernant les jeux vidéo, ça a toujours été naturel pour moi. J'ai découvert ça très très tôt, très très jeune, et j'ai toujours eu une très très bonne expérience. Les, J'ai eu quelques situations un petit peu étranges lorsque je jouais à des jeux en ligne avec d'autres joueurs et joueuses, notamment avec d'autres joueurs parce que comme manifestement les, les joueuses en ligne sont, je vais pas dire assez rares, mais plutôt cachées ou discrètes, dès qu'on comprend qu'on est une fille, eh ben, on se fait draguer, et on reçoit des propositions qui n'ont absolument rien à voir avec le jeu vidéo en question. Et c'est vrai que c'est très très désagréable. Et je sais aussi qu'il y a des femmes qui se cachent et qui créent des profils masculins pour éviter d'être embêtées par rapport à ça. Mais sinon, bah, ça s'est toujours très très bien passé. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Et pour ce qui est perçu, la perception vis-à-vis de la société, j'ai pas rencontré de soucis ou autres, ni d'étonnement. C'est une passion comme une autre, et moi je l'ai toujours vraiment très très bien vécu. D'accord. Ça me faisait marrer l'histoire de comme quoi tu t'es fait draguer, parce que moi un jour je me suis fait draguer parce qu'on croyait que j'étais une meuf. Je jouais Lulu sur LoL, et apparemment il n'y a que les filles qui jouent Lulu sur LoL, d'accord, ok, très bien. Toujours est-il que je voulais aussi savoir comment tu es entré dans cet univers-là, et est-ce que tu trouves que ça t'a apporté des choses positives? Est-ce que tu as des souvenirs marquants, positifs, communicatifs? Alors moi je suis entrée là-dedans par mimétisme parce que j'avais beaucoup de membres de ma famille qui y jouaient, ma meilleure amie à l'école y jouait aussi, et j'ai toujours, et quand j'étais enfant en tout cas, j'ai toujours été intéressée par à peu près tout, j'ai toujours été très curieuse, donc je regardais beaucoup d'émissions, je lisais beaucoup, je, vraiment je touchais à tout. Et le jeu vidéo, ben c'est vrai que ça me faisait penser un petit peu aux séries et aux films où on peut créer des histoires, où on est en immersion dans un nouvel univers, et moi j'adorais ça. D'ailleurs, quand je regardais des dessins animés quand j'étais enfant, ben, ce que j'aimais faire c'était essayer de deviner une suite alternative, essayer de deviner une autre histoire et de créer une autre histoire par rapport au dessin animé. Je faisais exactement, et je fais exactement la même chose avec les jeux vidéo. L'un des premiers jeux vidéo qui m'a marqué, c'était les Sims. Donc à cette époque-là, j'avais 8 ans quand c'est sorti. Et j'ai vraiment. C'est le fait de pouvoir raconter des histoires à travers les jeux vidéo. D'accord, donc le fait qu'il y ait une histoire, ça t'importe beaucoup en fait. Oui, Et le fait qu'il y ait la possibilité de la créer aussi. c'est ça. Ben, en tout cas, euh, pour ce qui est des Sims, c'est totalement bac à sable, totalement libre, donc on peut faire ce qu'on veut. Et j'aimais aussi bien les jeux bac à sable que les jeux avec une histoire à suivre, où on incarne un personnage, et puis il faut résoudre des énigmes, il faut
partir à l'aventure, découvrir des personnages. En tout cas, pour moi, c'est très très riche. Et ce qui m'amuse, c'est que à l'époque où je jouais aux jeux vidéo, c'est vrai que c'était un petit peu mal vu. Parce que les autres enfants jouaient à la bicyclette ou jouaient ensemble dehors, à l'élastique, à la marelle ou autre. Et c'était un petit peu sujet à moquerie. Et moi, je me souviens que dans les tout débuts où le jeu vidéo commençait comment dire, à naître, à se développer, on associait les joueurs. On n'imaginait même pas qu'il y avait des joueuses qui pouvaient s'y adonner, mais on imaginait que les joueurs, c'était des personnes qui ne profitaient pas de la vraie vie et qu'ils étaient un petit peu fous. Et il y avait une émission c'était un médecin qui jouait aux jeux vidéo et qui expliquait ce qu'il appréciait sur le fait de jouer aux jeux vidéo. Et je trouvais ça très très amusant de voir, en fait, non, c'est pas juste des personnes entre guillemets idiotes ou autres qui s'adonnent aux jeux vidéo. Il y en a de toutes sortes et il y a même des personnes qui sont très intelligentes et c'est leur manière à elles de s'évader. Et en fait, tout le monde cherche à s'évader de la réalité. Et il y en a, ça va être en s'achetant des belles choses. Il y a des personnes, ça va être en s'achetant une belle voiture, en s'achetant une belle moto, en s'achetant des beaux vêtements, en s'achetant de belles choses pour la maison, en se maquillant, en faisant du sport ou autre. Et le jeu vidéo, c'est juste une manière d'échapper à son quotidien, d'échapper un petit peu à la réalité, le temps d'une partie, et c'est très très bénéfique. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition, puisque que penses-tu de l'argument qui consiste à dire justement que c'est pas la vraie vie, que c'est... Et puis, moi je me suis toujours demandé quand on me le disait, mais d'où ça vient ce truc-là, qu'est-ce que c'est que cette inquiétude, puisque quand je joue du piano par exemple, je fais exactement une activité à peu près similaire. Pourtant, jouer du piano, ça va être bien vu, et jouer aux jeux vidéo, ça va être mal vu, parce que c'est comme si on conchiait la sacro-sainte réalité, si je veux. Et déjà, qu'est-ce que tu en penses, toi, même si tu as déjà un petit peu répondu. Alors que je reformule la question exacte. La question exacte, c'est qu'est-ce que tu penses de l'argument qui consiste à dire que c'est dangereux, en gros, ou que c'est malsain parce que ce n'est pas la vraie vie. C'est s'enfermer dans un monde qui n'est pas réel. Quand on lit un roman, on vit dans un monde qui n'est pas la réalité. Pourtant, les personnes qui lisent des romans sont nettement mieux vues que les personnes qui vont jouer à un jeu vidéo. Et il y a exactement la même chose au niveau, par exemple, si on prend le milieu littéraire, il y a des romans qui sont bien vus à lire et d'autres qui sont mal vus. Déjà, c'est mieux vu de lire effectivement des romans ou de la littérature classique ou autre, plutôt que de lire des bandes dessinées, des comics, ou des mangas, alors que c'est exactement la même chose, c'est lire une œuvre artistique. Et ça, comment dire, cet aspect élitiste, on l'a à peu près partout. Avec la musique, c'est la même chose. Il y a des styles de musique qui sont plus valorisés que d'autres, et je dirais que c'est une question de populaire, de mode et de popularité. Et donc soit c'est comment dire, on n'est pas dans quelque chose effectivement qui est à la mode ou qui soit populaire, ou bien on n'est pas dans quelque chose qui est réservé entre guillemets à l'élite. Parce que pour apprécier, je vais reprendre mon premier exemple par rapport à la lecture, et bien pour apprécier un roman ou une littérature classique, on associe ça à une certaine forme d'éducation, parce qu'il y a des termes, il y a des mots qui sont très spécifiques à la littérature. Et en fait, pour pouvoir lire ce genre de roman, il faut avoir un bon niveau d'éducation, et c'est pour ça que on le met dans un certain piédestal par rapport au manga, où c'est limite, on regarde que des images. D'accord. Et les comics, pareil. Et donc, pourquoi les jeux vidéo sont diabolisés, ou du moins ont longtemps été diabolisés, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est très démocratisé, c'est parce que ça ne faisait pas partie de la mode. Aujourd'hui, c'est à la mode. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes
de jeux vidéo, il y a beaucoup de... On en voit partout, hein, et c'est vraiment aujourd'hui une activité, un loisir comme un autre. Ok. Et je me posais la question, est-ce que j'enchaîne sur les streamers, est-ce que c'est un vrai métier et tout, mais je pense qu'on aura une réflexion similaire. Donc autant passer sur autre chose. Euh, je relis mes notes. Euh, ok. Alors, prochaine question. Je rappelle que c'est une discussion entre INTJ et NFJ. Et il y a un personnage qu'on apprécie tous les deux de la série The Big Bang Theory, c'est Sheldon Cooper. Et ma question, c'est est-ce que les personnes, on va dire J en général et IJ, sont, euh, sont des Sheldon Cooper, c'est-à-dire est-ce qu'on est euh, entre guillemets rigide, est-ce qu'on est perdu si jamais tout ne se passe pas comme on l'a prévu, et, euh, et surtout est-ce qu'on est perçu comme ça à l'extérieur, c'est-à-dire que quand on regarde Sheldon, on a des fois l'envie de lui donner de le gifler parce qu'il est d'une arrogance assez extrême et d'une rigidité difficile à vivre. Mais je me dis peut-être que notre attitude est perçue à peu près de la même manière de l'extérieur. Et donc je me posais la question, est-ce qu'on est un peu comme des Sheldon Cooper? Et puis tu vois, par exemple, on dit souvent que l'INTJ il est arrogant. Et, toi, t'en as connu quelques-uns des INTJ. Oui, pas Et beaucoup, mais j'en ai connu, effectivement. voilà, par exemple, est-ce qu'on est si arrogant que ça, ou est-ce que c'est un cliché, ou alors est-ce qu'on est, on a une façon de s'exprimer qui peut être perçue comme de l'arrogance, mais qui n'en est pas. Alors moi je dirais que c'est surtout une façade parce que tous les INTJ, les INTP, tous les NT en fait, j'ai parlé par rapport à tous les NT que j'ai pu rencontrer. Euh, Moi je dirais que c'est surtout une façade parce que à partir du moment où on comprend que cet air arrogant, hautain ou autre, ben, c'est juste le fait d'être mal à l'aise en compagnie d'autres personnes, d'être timide, d'être réservé. Mais vraiment, je vais insister sur l'aspect mal à l'aise. Ben, on se rend compte au final qu'il suffit d'aborder un bon sujet de conversation ou de montrer une ouverture d'esprit ou autre, et puis l'atmosphère se détend. Pour moi, c'est vraiment une façade dans le sens où moi j'ai pu discuter et j'ai pu avoir des relations avec de nombreuses personnes NT et c'est des crèmes en fait. Mais alors du coup, attends, parce que tu dis une façade vis-à-vis de la timidité, pour moi c'est très contradictoire dans un sens, parce que, enfin c'est contre-intuitif, parce que ben, quelqu'un de d'arrogant, on n'imagine pas timide. C'est pour ça que c'est-à-dire qu'en gros, pour masquer sa timidité ou le fait d'être mal à l'aise en public, comment dire, on s'exprime presque de manière brutale parce que c'est un peu le jeu de la société qui nous y oblige. C'est ça que tu sous-entends? Alors moi ce que je vais proposer c'est de se référer au manga, à l'animé Kimi cherche ses mots. Donc pour les personnes qui connaissent, bon, bah, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, bah, regardez sur internet. Kimi cherche ses mots, c'est une INFJ qui souffre d'anxiété sociale et en fait elle ne parle pas. Elle ne parle pas parce qu'elle a de grandes difficultés à s'exprimer, notamment en public. Et comme elle ne s'exprime pas, tout le monde lui donne un caractère sacré, tout le monde lui se fait une certaine idée du personnage, alors que derrière, en fait, c'est tout à fait l'inverse. Derrière, elle répond pas au téléphone. Pas parce qu'elle te snob ou qu'elle est occupée ou autre. Non, c'est parce qu'en fait, elle est cachée en boule dans sa couverture parce que son téléphone sonne et elle pleure. Enfin, elle a peur. Elle a peur. Et moi, je vois les INTJ un petit peu comme ça. Pas tous, mais je sais que, en tout cas, les INTJ avec qui j'ai pu discuter, il y en avait beaucoup qui avaient effectivement cette façade un peu brutale,
un peu qu'on pourrait juger d'arrogant. Moi je sais très bien que c'est une manière de prendre de la distance. Cette personne elle est dans une situation qu'elle ne comprend pas, qu'elle est inédite pour elle ou bien qui la met mal à l'aise, et à défaut c'est le visage fermé, j'analyse ce qui se passe autour de moi et on me pose une question, je réponds à la question, point. Mais alors attends, parce que moi quand je parle d'arrogance, j'imagine une personne qui fait un discours, qui est lui arrogant, qui est plein de certitude avec très peu d'humilité. Pour moi c'était ça la définition de l'arrogance, c'est pour ça que je ne comprenais pas trop. D'accord. Mais peut-être que justement, ce que tu dis m'éclaire, dans le sens où effectivement peut-être que la plupart des gens lorsqu'ils sous-entendent qu'un INTJ est arrogant, ils sous-entendent qu'en fait être silencieux dans telle ou telle situation c'est tellement anormal que y a forcément quelque chose en dessous, c'est forcément de l'arrogance. Et c'est peut-être ça en fait que les gens s'imaginent. Ben moi en tout cas je l'ai perçu comme ça, dans le sens où bah tiens, telle personne elle est dans son coin, elle est silencieuse, elle parle pas, elle nous parle pas, même quand je fais des efforts pour discuter, ça me répond avec un seul mot, c'est de l'arrogance, elle se pense trop bien pour me parler, etc., etc. Le plus souvent, en tout cas moi je le perçois comme ça, et ça m'est arrivé de le constater auprès d'autres jeunes femmes qui sont très timides et qui vraiment sont réservées. Eh bien, on confondait leur timidité, leur réserve par de la froideur et par un caractère hautain. Ok, d'accord. C'est une réponse, c'est pas la réponse que j'imaginais, c'est parfait. Et en fait, la première partie de ma question, elle était un peu différente. C'était est-ce qu'on était des Sheldon Cooper? Donc, est-ce que je peux peut-être le relier en fait à une autre question. En fait, je suis en train d'écrire un manuel de la vie. Tu es au courant? Une sorte de petit manuel que je donnerais un peu à la Orelsan. Je sais que je le cite souvent lorsqu'il fait sa chanson Note pour trop tard. Sauf que moi, je ne veux pas en faire une jolie chanson qui se chante. Non, je vais faire une espèce de manuel imbuvable qui va te dire bon, tu fais X, Y, Z et ça marche à tous les coups. Et en fait, me dit peut-être que je suis quelqu'un de trop scolaire. Et que, en fait, pour résumer la situation aux auditeurs, aux deux auditeurs qui nous écoutent, c'est un manuel que je dédestine en priorité à mes neveux. Donc j'offrirai un jour à mes neveux, ils seront bien contents, un manuel bien scolaire qui va te dire fais ci, fais ça, tonton a dit. Et je me pose la question, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est le meilleur moyen de les dégoûter? Parce qu'il y a plein de gens, notamment les STJ, qui dégoûtent leur enfant en faisant ça. En disant non, il n'y a pas de tes rêves, là, tout ça, tu mets à la poubelle, tu fais X, Y, Z et tu seras avocat, d'accord? En fait, je veux être écrivain. Ce qui est difficile avec les conseils, c'est qu'il y a certains conseils qui sont très dangereux dans le sens où ils fonctionnent pour certaines personnes et ils ne fonctionnent pas pour d'autres. Donc moi je ne serais pas, en tout cas là personnellement, je ne serais pas favorable pour donner un manuel en mode voilà, si tu veux réussir ta vie, tu fais A, B, C et tu vas forcément rencontrer tel résultat. Moi je serais plutôt pour quitte à donner un mode d'emploi, donner différents outils et ensuite c'est la personne qui lit le manuel de dire tiens, l'outil A ça m'intéresse, l'outil B je suis pas sûre, l'outil C non pas du tout, et le fait de ne mettre aucun aucun jugement comment je pourrais expliquer ça, si tu fais A, forcément tu auras le résultat Y. Sûr, oui. Juste donner les outils, dire voilà, ça voilà, on peut faire ceci, on peut faire cela. Dire ceci fonctionne pour moi, ça c'est bien, mais dire faites ça, je suis pas vraiment d'accord, donc plutôt que, sur la forme dans voilà, ce cas-là. Ouais, okay, parce que nous on est déjà dans une société où on subit plein d'injonctions, où on nous dit il faut faire ceci, il faut faire cela, et en fait on n'a rien pour nous expliquer, il faut faire ceci parce que c'est comme ça. Ravoir un autre livre pour nous donner des injonctions, franchement je trouve pas ça cool. Ouais, mais du coup en fait c'est peut-être ça en fait la réponse, c'est-à-dire que le meilleur moyen de montrer que c'est un cadeau et que non pas une obligation,
prononciation, c'est de bien faire attention aux mots que j'emploie dans ce fameux manuel. D'ailleurs, peut-être changer le mot, peut-être pas un manuel, mais en tout cas une série d'outils que je mets à leur disposition et que j'ai découvert en grandissant et que j'aurais bien voulu qu'on me donne en étant plus jeune. Ok, très bien. Bon, je pense que la question du Sheldon Cooper, elle est pas ouf. Le développement personnel. J'espère de tout mon cœur qu'on n'en a pas parlé dans l'épisode précédent, sinon ça va faire un peu de redite. Mais de toute façon, ça va faire un peu de redite par rapport à mes propres vidéos, puisque je suis quelqu'un qui critique le développement personnel, mais qui aussi le voit aussi d'un bon oeil. Surtout que mon frère m'a passé un livre qui s'appelle Karma Sutra, rigole pas, où effectivement il y a des très bons conseils. Et en fait, effectivement, je l'ai lu un peu comme tu viens de le dire, là, comme une sorte de série d'outils. Il y a des choses qui pour moi n'étaient pas valides. Je l'ai noté, j'ai même mis une petite étiquette dans le livre avec écrit voilà, je doute de cette affirmation parce que pour telle et telle raison. Et donc, moi, je pense que le développement personnel, c'est quelque chose qui peut apporter de très bons résultats sur la vie de quelqu'un, mais si on fait pas attention, si on n'a pas d'esprit critique, ça peut avoir un effet un peu destructeur. Dans le sens où ça va être culpabilisant, où en gros, on est à un état actuellement de notre vie où ce n'est pas suffisant, il faut plus. Et que je vois pas je vois pas pourquoi en fait on devrait être obligé d'être mieux, et surtout en général le développement personnel s'intéresse surtout en termes de performance. C'est même pas en termes d'être humain en tant que voilà une personne qui fait des choix plus éthiques, plus moraux. Non, c'est vraiment juste tu produis 10, c'est pas assez, produis 20, produis même 200. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et du coup, voilà, ma critique du développement personnel, ce serait ça. Ce serait que je perds je perds mes idées. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de très intéressant que toi tu m'avais proposé. C'était de troller le développement personnel. Alors, est-ce que tu peux expliquer comme ça je retrouve mon... Tiens, je te passe le patate chaude tant que je reprenne mon souffle. Comment ça je suis pas à l'aise à l'oral? Oui, effectivement, moi je t'avais proposé de troller le développement personnel dans le sens où le plus souvent les livres et les formations de développement personnel servent à obtenir un succès, et le succès passe par la richesse monétaire, la renommée, etc. Et moi, il y a des livres de développement personnel que l'on m'avait conseillés et que j'apprécie beaucoup, notamment. Cependant, au niveau des conseils qui étaient formulés, moi, je ne les tournais pas dans le succès tourné vers l'aspect monétaire, mais plutôt le succès personnel. C'est-à-dire, l'un des conseils qu'on donnait dans ce livre, c'était de s'entourer uniquement de personnes dont on voudrait bien vivre leur vie, leur style de vie. Et moi, ça ne me plaisait pas. Et j'ai plutôt créé la règle de m'entourer de personnes qui m'inspirent et qui me donneraient envie d'être comme elles. Comme ça, plutôt que de me concentrer sur ce que les personnes possèdent, je me concentre sur ce que les personnes sont. D'accord, donc en fait, leur style de vie au quotidien. Oui, okay. Le style de vie. En fait, je ne suis absolument pas regardante sur le style de vie de la personne, sur son train de vie, etc., mais plutôt sur ce qu'elle est. Donc, quelles sont ses valeurs, oui, voilà, ses valeurs, ses qualités humaines, etc. Est-ce que j'ai envie d'être comme cette personne? D'accord. Donc c'est vraiment se concentrer sur l'être plutôt que sur l'avoir. Parce que moi, ce qui me gênait dans le développement personnel, c'est que
si on n'a pas atteint les objectifs fixés, déjà il faut avoir des objectifs, sinon c'est une catastrophe, et ben on va ressentir de la frustration et cette frustration en fait j'ai l'impression qu'en fait elle l'amplifie, elle la culpabilise en fait. Le développement personnel en fait j'aime bien en fait dire qu'on est dans un état A et qu'il faudrait être dans l'état A++ selon le développement personnel, quand bien même l'état A est très bien et irréprochable, c'est-à-dire, ou en tout cas, tout se passe comme sur des roulettes sur l'état A, et ben, il ne faut pas hésiter à prendre des risques pour être A++, parce que sinon être A, c'est être fainéant, être médiocre. Et en fait, moi, là, j'utilise des termes. Fainéant, c'est un terme qui est utilisé aujourd'hui par un youtubeur stoïcien. Moi, je suis là, enfin, quand même, si on est satisfait de la vie qu'on vit, ben, c'est notre droit. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'elle nie ce droit d'être satisfait de notre vie. Et que moi, c'est ça qui me gêne dans le développement personnel. Toi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'avoir contre l'être, et que c'est plus intéressant de se concentrer sur ce qu'on est plutôt que ce qu'on possède. Après, je ne sais pas si c'est exactement la mentalité de tous les personnes qui s'orientent, qui proposent des conseils de développement personnel. Maintenant, j'aimerais voir le bon côté du développement personnel. Moi, ce que j'apprécie, c'est que, in fine, c'est comme donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une série d'outils. C'est une série d'outils, c'est là, personne n'a d'obligation, même si de temps en temps il y a quand même de grosses injonctions par la société, mais voilà, si on sait se défaire de ces injonctions-là, ça devient une espèce de palette d'outils qui est excellente en fait. Alors après, il y a la question est-ce que c'est des charlatans et tout, parce qu'il y a une philosophe, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a critiqué le développement personnel et qui elle considère carrément que c'est quasiment des charlatans. Bon, moi, toujours est-il que je trouve que c'est pas mal efficace. De temps en temps, il parle de choses très douces comme l'amour, et avec des mots qui n'ont rien à voir avec une injonction à la performance. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi ce bon côté-là qu'il faut voir. Je sais pas ce que tu en penses. Eh bien moi, en ce qui me concerne, tout ce qui est développement personnel basé sur l'épanouissement et sur la santé et sur le bien-être, moi je suis totalement favorable. C'est tout simplement, en fait, quand on pense développement personnel, c'est la catégorie comment développer son business, comment développer, améliorer sa vie professionnelle, etc. etc. Mais ça c'est juste une part du développement personnel. Il y a tout le côté bien-être, épanouissement, etc. etc. Et comment faire pour atteindre ces objectifs personnels, je parle bien ici de personnel et non de professionnel, comment avoir une bonne hygiène de vie, etc. etc. Et là, c'est très très intéressant. Oui, il y a aussi, j'en parle très peu parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a une vidéo de Damien Maya qui parle du développement personnel, qui explique comment éviter d'être frustré par les objectifs non atteints. Et le mieux en fait c'est d'avoir une direction. D'ailleurs un des coachs connus de développement personnel le dit aussi. Il dit la direction est plus importante que la vitesse. Et c'est très important ça, moi je trouve, quand on cherche à se développer entre guillemets, eh bien, c'est très important de mettre un peu de côté ses objectifs. Je vais prendre un truc au hasard. Devenir champion de mon département de ping-pong. Eh bien, il faut mettre de côté cet objectif-là et juste se donner un objectif qui va ressembler à une direction, et donc prendre la direction d'être un meilleur plongiste. Un plongiste, c'est quelqu'un qui joue au ping-pong. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui. Est-ce que le développement personnel, ce serait une sorte de philosophie vulgarisée? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'approche que j'ai par rapport au développement personnel, comme je le disais, c'est soit tout ce qui est orienté pour améliorer sa vie professionnelle, pour améliorer son budget, pour améliorer son succès, etc. Donc je vois pas trop ce qu'il y a de philosophique sur le fait de gagner son pain.
Et ensuite, pour l'aspect bien-être, ben, le développement personnel est très pratique. Mhm. Je n'ai pas le sentiment que le développement personnel soit très spirituel. Tu veux améliorer ton bien-être, et bien couche-toi tous les soirs à la même heure, 1 heure sans écran le soir, tu te réveilles le matin, tu bois un verre d'eau, etc., etc. Et ça, ben, c'est pas, pour moi, c'est pas une histoire de philosophie, c'est une histoire c'est des choses pratiques à mettre en place. C'est un mode d'emploi. Si tu fais ça, ça va améliorer ta santé. Et je dis ça parce qu'en fait, il y a des coachs de développement personnel qui parlent de stoïcisme, ils parlent de spiritualité, de l'amour, comme je viens de le dire, des choses comme ça. Est-ce que. euh, et puis aussi, ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on part du management, de la gestion professionnelle et tout, est-ce que c'est pas une abstraction de tout ça? Si tu veux, on dirait une sorte de milieu en gros entre de la situation professionnelle et puis la philosophie. Ben, entre les deux, quelque part entre les deux, il y a une espèce de cran d'abstraction supplémentaire qui serait le développement personnel. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la démarche de la philosophie, il y a quand même beaucoup plus de questionnement, de se dire, ok, je sais rien. Et Socrate, je sais rien. Que puis-je savoir? Qu'est-ce que je peux, comment puis-je cogiter pour comme dire, c'est une prise de recul systématique d'ailleurs. J'aimerais bien, on va en parler tout à l'heure. J'aimerais bien te proposer ma définition de la philosophie. C'est une prise de recul systématique, là où effectivement on a un pas en arrière dans le développement personnel pour voir l'ensemble de sa vie, mais c'est pas non plus de la philosophie. Et c'est vrai qu'il y a des outils qui ont été développés par des philosophes, mais c'est peut-être pas non plus de la philosophie. Ok. Ma définition de la philosophie, c'est une excellente transition vers un sujet que j'avais absolument pas, absolument pas prévu. La philosophie, moi j'ai trouvé une définition, c'est, tu vas me dire ce que tu en penses, le processus d'abstraction de l'optimisation du bonheur. J'ai pas fini, je vois que j'ai fait une sacrée tête, j'ai pas fini, qui est le plus global et le plus indirect possible. T'as trouvé ça où? Dans ma tête. En gros. Je suis content. Si j'ai réussi à te déstabiliser, je suis content. Je t'explique. Manger du chocolat, ça rend heureux. On est d'accord? C'est un terme. Oui. Mais, du coup, là, on a un lien direct entre le fait de manger du chocolat et être heureux. Donc là, on n'est pas vraiment dans un processus philosophique. Par contre, si me lever tous les matins à 5 heures, ça me permet de mieux gérer ma journée, qui me permet d'être plus satisfait à la fin. Et donc là, il y a un petit peu plus d'étapes entre ce qui est l'origine l'action première et le bonheur à la fin. Arrête de rigoler. Je te jure qu'un jour je vais écrire un putain de livre de philosophie avec une définition parfaite. Il n'y aura pas un philosophe qui aura quoi que ce soit à dire. Mais là pour l'instant c'est l'étape de recherche. Donc là tu vois le lien est encore plus indirect. Et plus en fait on fait quelque chose d'indirect, plus on fait quelque chose d'abstrait, et plus on fait quelque chose de global en fait, une petite action qui aurait des impacts sur tous les domaines de la vie, et bien là on fait de la philosophie. Il faut faire quelque chose de global, d'indirect et d'abstrait, et que tout ça est in fine l'objectif de nous rendre heureux, mais voilà, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément immédiat, parce que c'est très indirect, c'est très, très, très abstrait. Qu'en penses-tu? Et t'es parti tellement loin. Parce qu'en fait, la philosophie, c'est juste l'amour du savoir. Oui. Donc je trouve que t'es parti très loin. Pour prendre l'exemple de le chocolat, ça rend heureux. Un philosophe, il va vouloir savoir pourquoi le chocolat, ça rend heureux.
Voilà. Mais s'il se pose la question, c'est qu'in fine, quand même, il est intéressé pour dans l'idée d'optimiser son bonheur, in fine. Ben, Je suis sûr que derrière toutes les questions philosophiques, tu peux trouver ces trois composantes-là. Il y a de l'abstraction, il y a de l'indirect, du global et un objectif d'être heureux, de rendre l'humanité heureuse. C'est juste que ça ne se voit pas. Il faut faire plein de calculs. Mais à la fin, on retombe sur nos pas. Il fait une tête. je suis pas tout à fait convaincue, mais soit. Très bien. Ça me confirme que j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans ta tête. D'accord. En tout cas, ça paraît pas absurde. Je sais pas. Pour moi, c'est juste le plaisir de savoir des choses. C'est J'irai pas aussi loin si je regarde des documentaires, si je me renseigne sur telle chose, c'est juste pour le plaisir de décortiquer le truc et de savoir, bah tiens, ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme mais ça. Si ça te fait plaisir. Oui, mais je m'en fiche en fait. Je m'en fiche que ça rende l'humanité heureuse. Bah, complètement. Si ça te rend toi heureuse. Mais moi, je ne suis pas l'humanité. Oui, mais quand je dis... Alors, oui, effectivement. Bah voilà, ça veut dire peut-être qu'il manquait une petite précision. C'est-à-dire que quand je parle du bonheur, ça peut être du bonheur de la personne qui fait de la philosophie ou du bonheur de l'humanité. Ça peut être l'un ou l'autre, je dirais. D'accord. J'ai toujours du mal à voir en quoi ça implique le bonheur de l'humanité. Parce qu'il y a des personnes... Non, justement, pas forcément. Ben dans ce cas, c'est... Parce que le bonheur individuel, je comprends. Mm-hmm. Alors totalement, là, je te suis. Mais le bonheur de l'humanité, là, je te suis pas du tout. Parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas savoir. Il y a plein de gens, les choses sont comme elles sont et c'est très bien. Et justement, ça les agace quand il y a des philosophes pour leur expliquer comment les choses ça fonctionne. Va expliquer comment l'amour fonctionne à des personnes qui adorent regarder les romans à l'eau, qui adorent lire les romans à l'eau de rose, qui adorent regarder des comédies romantiques. Va leur expliquer les 8 formes d'amour qui existent, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau. Tu vas voir qu'elles vont est-ce qu'elles vont être heureuses? Est-ce qu'elles vont être heureuses? In fine, moi c'était ça le truc, c'est que in fine, oui, elles seront heureuses. C'est juste que sur le coup ça va faire mal. Oui, c'est normal, c'est le son. Oui. C'est comme toute leçon. Mais il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Et la caverne de Platon, il y a des gens qui ne veulent pas. Eh ben peut-être que maintenant je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas savoir et du coup ça correspond au bonheur de l'humanité, merci. Voilà, on retombe sur nos pattes. Allez hop. Bon, toujours est-il que pour moi, de ce que je comprends à ta réaction, c'est pas mal, mais il y a encore, il faut vérifier les limites, il faut bien creuser. Qui aimait regarder les comédies romantiques. Ah. Et lire des romans à l'eau de rose. Et lire les romans à l'eau de rose, ce qui me permet de faire une transition parfaite sur la définition, ou plutôt au moins le fait de décortiquer l'amour, démystifier l'amour. Alors, j'avais écrit un document avec plein de différents types d'amour selon moi. J'ai la flemme d'en parler là, j'en parlerai dans une vidéo. Mais déjà, en fait, c'est très important parce qu'il y a des sites internet, je me rappelle avoir trouvé un site internet où il y avait plus de 30 formes d'amour différentes. Mm-hmm. Et je trouve ça, moi, génial. Et effectivement, il y a des gens pour qui c'est atroce de faire ça. C'est être un sans cœur. T'es pas bien. Ta place est à l'asile quand tu fais ça. L'amour, ce qui est beau pour la plupart des gens, c'est son côté mystique. Et ben, il y a des gens comme toi et moi et d'autres qui, non seulement aiment décortiquer ce que c'est, mais en plus en ont besoin. C'est-à-dire que quand tu m'expliquais tout ça, la première fois j'étais là, mais c'était tellement rafraîchissant. C'est-à-dire enfin une vision. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, enfin on met un peu d'ordre dans ce bordel. C'est là où je me dis, il y a le côté un peu Sheldon Cooper qui apparaît, quoi. C'est-à-dire que c'est... moi je comprends que les gens trouvent ça beau, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut qu'ils acceptent qu'il y ait des gens comme moi qui sont paumés, qui sont perdus quand on
parle d'amour et qu'on nous interdit de l'analyser, d'analyser ce truc, de dire ok, c'est les hormones dans la tête, c'est il y a différents types. Même que ce soit de manière concrète avec la façon dont notre voilà, de façon dont notre cerveau, nos neurones interagissent entre eux, nos hormones, ce que tu veux, et de façon abstraite, en faisant des listes, en faisant des analyses et tout, les deux manières, en tout cas, moi, ça me rafraîchit, ça me rassure, et ben merde, quoi, il y en a marre. Tu vas mal là-bas? Pourquoi il y a autant de gens qui mystifient l'amour? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi en plus il y a personne qui a jamais fait un espèce de manuel comme j'ai envie de le faire, un espèce de manuel de l'amour? Enfin, tu me diras oui, il y a les 8 formes de l'amour, il y a les, mais quand même c'est assez peu connu, quoi. C'est vraiment, maintenant que t'es dans le grand bain, devine comment on nage, quoi. Je râle beaucoup. Et je ne sais pas quelle question te poser. Voilà. Mais l'amour, point d'interrogation. Voilà. C'est ça la question. Qu'est-ce que tu veux dire? What is love? Mettez la musique. Bon. En tout cas, je me permets de râler. Voilà. Je me permets de râler au nom de tous les INT. Hein. Peut-être même au nom de tous les NT. Peut-être même au nom de tous les T. Hein, au sujet de ce truc-là. Hein, que tout le monde dit waouh, c'est magnifique. Tu parles. Hein, c'est aussi dangereux que d'attaquer les titans. Oui, on est en octobre 2023 et donc j'y pense forcément. Ça mérite une réflexion, ça mérite une analyse, ça mérite un décortiquage et merde, on n'est pas dans une secte, quoi. Enfin bref. Alors tous les gens amoureux sont dans une secte. Mais non. Mais voilà, enfin, c'est pas un crime, quoi. C'est pas, y a rien de grave à décortiquer ça, à mettre des mots un peu plus scientifiques. Bon, voilà. Je pense que on a fait pas mal de. Je vois que tu fais un signe de couper, du coup je fais là, tu peux couper. Vas-y, attrape la souris si tu veux couper. Non, c'est bon, on va s'arrêter là. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour le pélo qui reste. Hein, je pense que. Je pense que ça doit être quelqu'un là qui a laissé son ordi allumé. Alors, je suis d'autodérision là. Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao.